Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière conférence de la journée. Elle va traiter du sujet comment les makers transforment l'entreprise. Et avant de se lancer dans le sujet, j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir Del Dougherty, qui nous a rejoint ici, qui est le cofondateur de Maker Faire et qui est en France pour l'occasion. Donc j'ai envie de dire bravo, merci déjà. Oui. Et donc Del voulait nous partager quelques idées, une petite intro avant de démarrer. So, I'll let you. Yes. Do you want to translate a Je little vais bit? traduire en parallèle. Okay. So I'm going to speak in English, obviously. And first of all, welcome. I'm really happy to be here at Maker Faire and see what's going on. I first met Mathilde in 2012 in Paris and toured some of the early spaces that were here. And it's fun to see how it has grown. Oui, Del disait qu'il était très heureux d'être ici et qu'on s'était rencontrés en 2012 et qu'à l'époque, donc, c'était les débuts des Fab Labs à Paris et ailleurs. Et donc, il est très heureux de voir comment les choses ont grandi. Yeah. So I thought I'd just address the topic a little bit of making in business, and I certainly the time that we first met, there were some makers that were doing business, but largely enterprises or larger businesses weren't that engaged in the maker movement. Do you want to? Oui, en fait, donc à l'époque, au début vraiment du mouvement, les grands groupes n'étaient vraiment pas vraiment engagés dans ce mouvement, n'étaient pas vraiment impliqués ou ne le connaissaient pas encore. And I think there are two big developments for businesses that have begun to get involved in the maker movement. One is that they actually realize there are makers inside their organization. Une des premières réalisations qu'ont eues les entreprises, en fait, c'est de se rendre compte qu'au sein même de l'organisation, il y avait des makers. And the other is that the maker community globally represents kind of like a very unstructured R&D force, a group of people with kind of non-traditional skill sets and ideas. Et donc, vous comprenez peut-être tous l'anglais, non? Vous voulez que je continue à traduire? Non. Donc l'idée, c'était que, en fait, il y a tout un réseau de makers qui innovent, qui font de la R&D et qui est vraiment réparti à travers la planète. So makers might bring a different perspective to problem solving or innovation than often exists within the company. Donc les makers apportent vraiment un regard nouveau, en fait, une façon d'innover qui est différente que ce qu'on peut trouver dans une entreprise classique. Yeah. And I see a few people that I had lunch with here. I repeat something I said to them. As an American that I know has been training Marines, soldiers, how to make. And, you know, he is really just, he's not taking technically trained military people and then training them in making. He's taking the ordinary soldier and teaching them Raspberry Pi and 3D printing and welding and things like that. Même dans le monde militaire, en fait, il y a vraiment une démarche où on ne va pas forcément apprendre aux soldats à faire, mais on va les sensibiliser en leur donnant en fait ces outils des makers, les Raspberry Pi notamment, des outils électroniques pour commencer à prototyper et à créer. And part of the reason he believes this is important is that the soldiers themselves can be innovators. You know, not just that there's a group inside the organization that innovates, but that anyone can innovate as a response to the problems and conditions that they see. Et donc la réalisation, la vision vraiment de cette organisation militaire, c'est de voir que le soldat lui-même peut avoir une vraie responsabilité de ne pas attendre d'un management extérieur, en fait, de prendre le pouvoir. C'est lui qui l'a et qui peut agir par lui-même. And he says in his talks that he gave at Maker Faire in New York that people need two things. One is to innovate, and one is confidence, and the other is permission. And he said he struggled in the military getting people to realize that they had permission to do it, to innovate.
Et donc pour avancer, il faut deux choses. Il faut à la fois innover, créer, mais il faut aussi avoir confiance dans sa capacité à prendre des décisions, à innover. Et donc c'était vraiment ce que lui permettait le mouvement Maker, c'était de reprendre confiance dans sa capacité à faire, à innover. So I think one of the real questions inside of organizations is where and how do you get the permission to make change? And often when you have to ask for permission, that's too late. It's you've already in effect gotten a no. So it's figuring out how to set up conditions where people don't have to ask for permission. C'est vraiment l'idée de la permission, en fait. Si vous demandez à faire quelque chose, si vous êtes dans cette démarche de demander la permission, vous êtes déjà dans cette démarche, on va vous dire non. Donc le sujet, c'est vraiment comment créer le contexte pour ne pas même pas avoir se poser la question d'est-ce que je dois ou non demander, est-ce que je peux me permettre ou non. C'est être dans un contexte de liberté et d'action où on peut faire, on fait. Another example quickly is nurses in hospitals. There's a group called Maker Nurses, which has really recognizing that nurses often innovate within hospitals. They don't call it innovation, they just call it solving a problem. Dans un autre exemple donc, qu'il a vu récemment dans le monde des hôpitaux, où en fait les infirmières ne voyaient pas vraiment leur métier comme un métier d'innovation, mais plutôt simplement résolution de problèmes au quotidien. And to some degree, you can help by training, say, nurses to realize that they are innovators, that this has value. It isn't just something they did by themselves, but to create a community of nurses and to get the organization to recognize some of this problem solving that they don't often see very clearly. Donc l'idée en fait c'est vraiment de reconnaître le fait que ces infirmières en fait avaient créé une culture de l'action, de la résolution de problèmes, de l'innovation, en étant une communauté qui s'autorisait à fonctionner de cette façon-là. Okay, and I guess the last trend that I see that sort of relates to this topic is companies are creating their own maker spaces and fab labs inside the companies. Google has 53 maker spaces in offices around the world, and these are for their employees. Donc il y a un autre aspect de ce sujet, c'est vraiment la question des grands groupes qui créent des Fab Labs internes, des lieux d'innovation. Et prend l'exemple notamment de Google qui a 53 déjà lieux à Fab Lab internes. Unfortunately, some of them are kind of walled off from the community, and they don't share out or bring in the community and interact with them. Et donc malheureusement, ces grands groupes qui ont souvent des Fab Labs internes, en fait, ne sont pas dans une démarche d'ouverture, mais au contraire de fermeture, de mettre des murs pour que l'innovation reste au sein du grand groupe et ne se communique pas avec forcément les autres acteurs du mouvement Maker. C'est un constat. In the most positive examples, like Marines, nurses, these companies understand that there's a value to people learning how to do this and having the practice of doing it and doing it not just once in a while, but every day. Et un des grands apprentissages de cette démarche, des différents exemples qu'il a donnés, c'est cette idée de ne pas se permettre d'innover ou de créer d'une fois de temps en temps, mais au contraire de faire ça comme une action quotidienne, en fait, que ce soit une activité, un réflexe au quotidien. And finally, the spirit of making that I see here is a spirit of play, not work. And it's trying to create that in organizations where it perhaps needs to be a changed mindset that to innovate, you have to be more playful and less serious it's more about the process of innovation than just the innovation itself. Donc, quand on se promène un petit peu dans les allées de Maker Faire, il y a vraiment cette idée de fun, de créativité et de play, en fait, de jouer, de jeu. Et c'est comme ça aussi qu'on innove en entreprise, c'est en créant cette culture du jeu. Et c'est là de la créativité, du jeu, que naît aussi l'innovation. So, thank you very much. I'd like you to
pay attention to what Matilda has to say about these topics as well. Thank you. Thank you very much. Alors je vais vous parler donc de sujets dans la continuité vraiment de ce que Del disait en introduction. J'ai pris le parti donc de choisir 10 mots-clés, 10 mots qui permettent d'illustrer ce sujet et de l'illustrer avec des exemples en fait du lieu qu'on a ouvert il y a 2 ans et demi, TechShop, où donc je travaille aujourd'hui, qui est un espèce de terreau plateforme où on voit passer énormément de choses, notamment dans ce monde-là des relations entre makers et entreprises. Et après l'intervention, n'hésitez pas à poser des questions, il y aura un temps d'échange. Alors le premier mot, alors déjà ce matin, on a eu le début d'une étude très intéressante sur l'Observatoire du fer. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà dans la salle, mais il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué. C'est le constat qu'il y avait aujourd'hui en France 25% de la population qui en fait était maker, donc qui aimait fabriquer, customiser, transformer les objets. Mais que seulement 80, alors je crois que c'était 4% seulement se considèrent comme makers, se définissent comme makers au sens où on voit aujourd'hui les makers à maker faire. Donc il y a une espèce d'énorme fossé en fait entre les gens qui sont réellement des makers en France, qui représentent environ 11 millions de la population. Et l'étude montrait aussi qu'il y avait déjà 25% qui avaient déjà fait dans le passé et qui aujourd'hui ne faisaient plus pour tout un tas de raisons. Et donc on est potentiellement sur 22 millions de Français aujourd'hui qui sont des makers mais qui ne le savent pas. Et donc ce que ça veut dire que dans votre entreprise, il y a forcément des makers. Il y en a plein partout et qu'aujourd'hui c'est très difficile de les identifier, de les trouver parce qu'il n'y a pas encore cette identité forte autour du making, autour de l'idée de faire, de s'approprier la matière, de transformer, de créer. Tout ça, c'est des concepts qui sont un petit peu fragmentés, dissolus, et qui sont aujourd'hui pas réunis au sein d'une identité forte. Ce qui a réussi très bien, le mouvement maker en fait aux États-Unis, c'est vraiment de poser un mot, une identité, et d'avoir réussi à centraliser en fait toute cette énergie et cette espèce d'identité autour de la fabrication. En France, on n'y est pas encore. Mais c'est là où il y a vraiment quelque chose à jouer de très important, intéressant, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est de réussir à révéler les makers en fait qui sommeillent dans l'entreprise. Pour faire ça, c'est vraiment cette idée d'intrapreneuriat. Alors je ne sais pas si intraprendre est réellement un verbe, mais en tout cas on parle en général d'intrapreneuriat. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est en fait un ensemble, on va dire, de pratiques, de programmes mis en place au sein des entreprises pour révéler finalement les makers qui sommeillent chez les collaborateurs et qui pourraient être des vrais jalons, des vraies personnes sur qui, c'est des électrons sur qui s'adosser pour faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment un des premiers sujets, c'est comment révéler cet esprit maker qui sommeille et qui est un petit peu partout. Donc il y a plusieurs façons de faire. En général, aujourd'hui, parmi les grands groupes qui commencent à s'intéresser à ce mouvement-là et à ces pratiques-là, il y a souvent 2 départements ou 2 secteurs qui sont plus clairvoyants et qui vont vraiment se focaliser sur ces sujets-là. C'est d'une partie la partie des ressources humaines. Tous les départements en général RH sont très intéressés par ce secteur des makers et qui vont pouvoir en fait révéler des talents ou révéler un certain mindset, un certain état d'esprit parmi les collaborateurs. Et une partie qui est plutôt en général, département d'innovation ouverte, c'est en général les deux groupes au sein de grands groupes qui vont vraiment se positionner sur ces sujets-là et faire avancer les choses. Et nous, c'est ce qu'on a vu en fait arriver très clairement chez TechShop, qui est donc porté par Leroy Merlin France et qui en fait a été porté par cette rencontre entre donc le comité exécutif de ces 2 structures-là qui se sont vraiment maillées pour faire avancer les choses et commencer à révéler en interne les talents et les gens qui avaient cet état d'esprit. Alors maker, pour rappel, c'est vraiment pas un métier, c'est pas une activité professionnelle à tant que telle. C'est plutôt, on va dire, un état d'esprit, c'est une pratique, c'est une façon de fonctionner. Et c'est pour beaucoup, en fait,
À la fois donc l'envie de faire avec ses mains, de bidouiller, de fabriquer. Il y a cette envie d'être dans le concret, dans la matière. Oui, pourquoi pas coder, être à l'écran, pourquoi pas réfléchir, écrire, mais aussi être vraiment dans la partie faire, bidouiller, prendre du carton, de la colle et faire quelque chose. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, une visite qu'on avait faite à la Design School à Stanford, qui en fait avait mis en place tout un dispositif dans leur laboratoire créatif, avec un objectif, c'était qu'il y ait moins de 10 secondes entre le moment où une idée était émise et le moment où elle était prototypée. Donc le lieu était conçu, alors c'est un bon challenge, le lieu était conçu pour en fait qu'on ne puisse pas éviter, on puisse pas partir dans des loops obsessifs sur telle idée, ce serait génial si on faisait ça, mais on devrait faire ça, mais oui c'est génial, etc. Mais de passer à l'action. Et cette idée de raccourcir ce temps entre l'idée et l'action, c'est vraiment quelque chose de clé dans la démarche d'être un maker. Et donc ça passe par quoi ? Ça passe par ne pas avoir seulement un ordinateur et une table vide autour de soi. Ça passe par avoir du papier, des crayons, un mur pour écrire, et puis pourquoi pas des outils de prototypage rapide. Alors vous connaissez tous les imprimantes 3D, mais il y a aussi les découpes laser qui sont vraiment les machines les plus populaires. Les imprimantes 3D prennent toute la lumière, mais les découpes laser sont les plus utilisées. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait à TechShop. C'est clairement des machines très très utiles, donc qui permettent de couper ou graver le bois, le carton, le tissu, donc de faire des assemblages très vite. Donc vous avez une première idée, hop, vous pouvez assez facilement commencer à la mettre en volume. Et donc là, c'est aussi une façon de vous montrer qu'il y a souvent un biais qui est fait dans ce mouvement des makers, parce que ça touche à la matière, on a toujours l'impression qu'on parle de fabriquer des objets. Un maker, c'est quelqu'un qui fabrique de la décoration, des meubles. Enfin, on est vraiment toujours souvent dans cette idée-là qu'un Fab Lab, par exemple, un makerspace, c'est forcément un endroit où on va fabriquer un objet avec une finalité. C'est pas du tout le cas. Nous, ce qu'on voit en tout cas énormément, c'est aussi des lieux qui sont utilisés pour concrétiser des idées. Et ça peut être des idées stratégiques, ça peut être des idées de service. C'est pas forcément de l'objet hardware qu'on va vraiment potentiellement utiliser. Donc on a beaucoup en fait d'utilisation de lieux aujourd'hui, de ces outils de prototypage rapide qui permettent de tester son idée en faisant par exemple une mise en scène, un storyboard, en se positionnant, en mettant même en couleur, en écrivant son idée, en la découpant, en se mettant dans la peau de son utilisateur, de son usager, se dire tiens, s'il se passe ça, alors comment on va faire ? Et puis on le positionner sur même un tableau et de le présenter aux autres. En tout cas, il y a cette idée de passer de l'idée à l'action qui est permise par ce mouvement maker et qui permet de se dire en fait, on ne va pas rester bloqué dans et si, on passe à l'action. C'est vraiment un des points importants. Programme d'entrepreneuriat aussi, très clairement, avec des vraies aujourd'hui démarches venant de nombreux grands groupes, en tout cas nous, on en voit passer beaucoup, d'entreprises qui sont en train de, en interne, mettre en place des programmes qui ne sont pas forcément l'ouverture de labs internes, même si c'est en général complémentaire, mais vraiment des programmes d'entrepreneuriat pour inciter les collaborateurs à réfléchir à un projet d'entreprise, mais qui pourrait soit servir l'entreprise, soit carrément devenir un spin-off et pourquoi pas prendre son envol. En tout cas, réunir dans l'entreprise des gens qui ont envie de faire bouger les lignes, qui peuvent avoir un métier à temps plein qui les satisfait tout à fait, mais qui ont envie à côté, dans le cadre de l'entreprise, d'être accompagnés pour se révéler sur certains projets d'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui aussi touche énormément au monde des makers, parce qu'en général, ces personnes les makers sont en général des gens très actifs qui ont plein d'idées et qui ont envie de les concrétiser. Et donc c'est souvent, en fait, dans ces programmes d'entrepreneuriat, on va retrouver assez vite des makers répartis souvent partout sur le territoire, dans différents départements, qui en fait se révèlent et qui vont devenir vraiment des porteurs, des électrons libres un petit peu, porteurs d'une vraie vision d'action, et qui vont entraîner avec eux des équipes. Donc c'est souvent en fait, et c'est un peu toute l'histoire du mouvement maker, c'est qu'on voit des gens qui sont des individus dispersés, qui ont une envie très très forte, qui ont cette envie de créer, de tester des choses, et qui vont porter à eux seuls au début le changement. Alors au début ça peut être difficile, et on voit beaucoup dans ce mouvement-là, parce que ça fait plusieurs années qu'il existe, des temps de
parfois d'essoufflement. Après 3 ans, par exemple, de porter un projet à bout de bras, il y a besoin d'être accompagné. Et là, on arrive à ce moment-là. En France, en tout cas, aux États-Unis, c'est déjà passé. Enfin, c'est aujourd'hui un mouvement qui a pris une ampleur absolument dingue. Et ici, on est encore dans ce constat. On dit ah tiens, ce mouvement existe. Il y a des gens qui y croient et qui font des choses. Maintenant, c'est la phase d'après. Il faut être le 2e suiveur, le 3e, et puis tous ensemble, hop, peu à peu, par petites grappes, faire bouger les lignes. Donc, on est dans cette espèce de moment de passage où ça y est, la lumière est faite. Certains se sont révélés, mais maintenant, il y a ce moment de boule de neige qui est en train d'arriver. En capacité, alors c'est la traduction barbare du mot empowerment. En fait, c'est vraiment un point clé, hein, on parlait aussi d'elle au tout début. C'est cette notion de confiance en soi, et ça c'est quelque chose qu'on voit énormément et qui peut être un point bloquant, par exemple, pour rejoindre un Fab Lab ou un Makerspace. C'est qu'on voit passer donc beaucoup de gens qui arrivent et qui disent mais en fait c'est super, j'ai quelques idées, mais j'ai un peu peur. J'ai peur de créer, ou là, moi, c'est pas pour moi, je suis pas technique. On entend souvent des phrases comme ça qui reviennent. Et donc, ce monde des makers, en fait, permet de faire passer cette étape-là de confiance en soi, vraiment de développement personnel, hein, de se dire, en fait, j'avais arrêté de dessiner quand j'avais 6 ans. Après, j'ai jamais continué à créer. Beaucoup de gens, en fait, ont bloqué un peu cette partie-là d'eux-mêmes, et d'entrer dans ce monde maker et de se retrouver, par exemple, dans un Fab Lab interne, sur l'heure du déjeuner, avec d'autres gens, un petit peu incités, accompagnés pour faire quelque chose, on y prend goût. Et c'était aussi un des constats de l'étude, hein, des résultats de ce matin. J'ai trouvé que c'était... vraiment, ça prouvait vraiment ce point-là, c'est cette idée de l'effet boule de neige, en fait, de quand on commence à faire, on a imprimé un petit objet, ça y est, on l'a fait, quoi. Et on va pouvoir découper, coller, ne plus avoir peur de la matière, de choses qui coupent. On est vraiment coupé aujourd'hui de ça, hein. Et donc, c'est une façon de se reconnecter avec juste cette envie de faire et de créer. Cette petite fille sur l'image, c'est une petite fille qui s'appelle Eva, qui a 10 ans et qui en fait, est venue à Tech Shop l'été dernier, qui avait un constat, elle trouvait que les rues de Paris étaient trop grises et qu'il fallait mettre de la couleur. Et donc elle s'est dit, je vais créer un robot qui peut dessiner à la craie sur le sol. Et donc elle a fait ce robot en impression 3D, là c'est les roues du robot. Donc nous on l'a un petit peu aidée, accompagnée, mais elle était vraiment en contrôle complet de son projet. Elle a tout réalisé et elle a réussi à faire rouler son robot et peindre le sol du Tech Shop. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on voit beaucoup, hein, chez les enfants. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Je pense que vous en êtes rendu compte. Avec, je crois, plus de 7000 enfants qui sont passés, hein, dans les allées et qui ont pas peur, hein, qui globalement sont plutôt à l'inverse, qui se jettent sur les stands et veulent tout faire, tout tester, fabriquent. Il n'y a vraiment aucune crainte, hein. Donc c'est souvent un premier vecteur, en fait, pour beaucoup, même pour beaucoup de parents, en fait, qui se réveillent en tant que maker, c'est d'avoir déjà été accompagner leurs enfants et les suivre et prendre goût à ça. Donc il y a vraiment cet impact aujourd'hui du mouvement maker dans le monde des écoles qui est extrêmement fort. Les classes de techno ont complètement évolué, on est vraiment sur une transformation autour de ça. Donc les prochaines générations vont aussi être beaucoup plus alertes et dans cet esprit-là dès le plus jeune âge. Un autre mot-clé qui est évidemment important, c'est l'idée de collaboration. Et ce mouvement-là, alors on est vraiment sur un temps aussi, hein, de rencontres. On était au tout début du mouvement sur un mouvement qui était assez en entre-soi, de gens passionnés qui avaient envie de se plonger dans la technique d'une RepRap, des premières imprimantes, de savoir fabriquer, de bidouiller l'électronique, etc. Et qui avaient besoin de ce temps comme ça de rencontre et de construction du mouvement. Et puis le mouvement s'est beaucoup élargi, en fait, et commence aujourd'hui à toucher beaucoup plus de monde avec cette envie aussi de s'ouvrir beaucoup plus. Et donc on est vraiment sur un mouvement qui devient, qui se centre autour de différents grands pôles. D'une partie, les événements, qui sont vraiment des temps de rencontre pour cette communauté des makers. Donc typiquement, Maker Faire est le gros événement, et il y en a d'autres. Et des lieux. Donc il y a aujourd'hui, le territoire est maillé évidemment de Fab Lab, qui sont encore très peu connus, en fait, de la plupart des gens. Ça reste encore un mouvement de niche, mais qui commence à prendre.
Et ces lieux, en tout cas, je peux parler pour TechShop, on est vraiment des lieux plateformes en fait. On est vraiment là pour être un petit peu un hub de créativité et d'innovation. Donc vous avez des lieux comme ça qui sont aussi appelés des tiers-lieux, qui sont répartis sur le territoire et qui font que ça permet des rencontres. Il n'y a pas tellement d'autres endroits, honnêtement, où vous allez rencontrer autour d'une même table un designer d'un grand groupe qui vient sur son temps de travail pour développer des prototypes, à côté de quelqu'un qui a tout lâché pour lancer son projet parce qu'il croit vraiment dans son produit, qui est vraiment entrepreneur, à côté de quelqu'un qui accompagne sa petite fille parce qu'elle a envie de fabriquer des robots, et tout le monde travaille ensemble autour de vraiment dans un espace partagé. Il n'y a pas de mur, par exemple chez TechShop, il y a des murs pour structurer le bâtiment, mais à l'intérieur, disons qu'il n'y a pas de bureau fermé, donc on est vraiment sur cette démarche de faciliter en fait l'échange. Et ce côté entraide et collaboration est vraiment très important quand vous travaillez dans ce type de lieu. C'est pas anodin parce que vous êtes sur la table à travailler, quelqu'un passe et tout le monde donne son avis. Il y a des feedbacks permanents, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas autant dans un monde de l'entreprise classique. Où chacun est plutôt dans son secteur d'activité et on attend de chaque poste, disons, qu'il respecte sa ligne de conduite. Là, on est vraiment sur cette idée de casser tout ça, de désiloter. On est vraiment sur cette idée d'enlever les silos et de prendre plusieurs casquettes en fonction du projet, en fonction du moment de la journée. Donc on est plutôt, on va dire, en mode projet, mais vraiment viscéralement, où on va en fait prendre aussi des informations de chacun, combiner tout ça, mixer tout ça, se faire sa propre opinion et avancer de cette façon. Alors ça peut donner parfois l'exemple l'impression d'un grand chaos, quand on est dans un atelier partagé, il y a des projets dans tous les sens, tout le monde donne son avis, les choses évoluent un petit peu comme ça de façon assez organique. Mais les choses avancent quand le porteur de projet est concentré sur sa vision et la personne au final qui va déterminer si oui ou non il va prendre le conseil de chacun et avancer comme ça. Donc c'est une autre façon de travailler qui est vraiment plutôt tendre vers l'horizontale, où la personne qui est porteur de projet est responsabilisée. En fait, on est vraiment sur cette démarche-là de dire voilà, c'est ton projet, tu le fais avancer, mais avec l'aide de chacun. Et chacun est poussé et encouragé à donner son avis. Donc en tout cas, cette partie collaboration a permis de donner naissance à quelques beaux projets. Notamment, là, c'est un petit exemple d'une collaboration qui s'est faite de façon vraiment totalement spontanée, au fur et à mesure de rencontres, dans l'atelier, entre deux designers donc, du studio de design Bold, des fabricants d'imprimantes 3D français qui s'appellent Doud, qui font la machine qui est là, et un industriel nantais, Armor, qui a développé un filament 3D entièrement recyclé à partir de pots de yaourt. Donc le projet s'appelle OWA. Et donc avec TechShop, donc tous les quatre, on s'est mis autour de la table et en fait on a commencé à travailler sur un projet commun qui a donné lieu à la naissance d'une enceinte en fait pour écouter de la musique, imprimée en 3D, entièrement recyclée, qui s'est lancée en crowdfunding, etc. et qui depuis fait boule de neige et donc Armor est en train de réfléchir à son industrialisation et au lancement. Voilà, c'est quelque chose qui s'est lancé sans contrat initial, vraiment de façon spontanée, sans faire d'études préalables, etc. Vraiment en étant dans cette envie de faire et de prototyper en fait assez vite quelque chose. Et ça m'amène à cette idée-là qui est l'idée d'itération, qui est vraiment centrale dans la démarche maker et qui transforme en fait vraiment en profondeur les entreprises qui s'impliquent dans ce mouvement et qui les mettent en place. C'est cette idée de prototypage rapide, cette idée de tester en fait ces idées, le test and learn, et de ne pas avoir peur de l'échec. C'est aussi totalement lié en fait. On est vraiment sur des démarches où, c'est tous les projets qu'on voit naître, notamment dans l'atelier, c'est de tester son idée, de pas une façon d'investir classique évidemment, c'est de faire des études marketing. De se décider sur un certain fonctionnement, un certain produit qu'on va lancer. L'équipe qui est en charge du développement produit va développer le produit. Des investissements sont faits, un capital est mis avec un certain niveau d'attente. Le projet avance, jusqu'au point où il commence à être lancé. Là, on va faire des focus group, des tests utilisateurs. Si on constate que le produit n'est pas exactement comme il
les résultats ne sont pas si bons que ça. Il y a tellement d'investissements en temps, ressources, hommes, argent, tout a été allé tellement loin que c'est difficile de revenir en arrière et de tout recommencer à zéro. On continue en essayant d'un petit peu de faire fonctionner quelque chose qui est un petit peu bancal, faire quelques modifications pour le lancer malgré tout. Ça, c'est un constat qu'on voit. On voit arriver beaucoup d'entreprises qui viennent dans le lieu et qui nous disent nous, on veut travailler autrement parce que clairement, ça ne fonctionne pas. Et en plus, on est lent par rapport au rythme aujourd'hui du développement produit. Ça ne correspond plus. Donc, une autre démarche, c'est cette démarche de prototypage rapide. Vraiment ancrée dans cet esprit maker, c'est cette idée de tester en fait très tôt et très vite avec ses utilisateurs finaux, tester son idée et de faire appel aux différentes personnes de l'entreprise qui croient dans le projet, qui ont envie de le développer, qui ne sont pas forcément exactement avec la casquette qui soit associée au développement produit, on va dire. Et donc on voit arriver des groupes de travail qui sont cross-disciplinaires, des gens qui travaillent aussi bien à la qualité, à la finance, en RH, qui sont dans différents secteurs, mais qui sont portés par l'envie de développer un projet, qui y croient, et qui vont faire des premiers tests, vraiment des premiers prototypes qui ne coûtent pas grand-chose, parce qu'on peut utiliser aujourd'hui des machines de prototypage rapide qui soient accessibles, avec des matériaux qui coûtent pas, sans faire appel à des prestataires, sans attendre longtemps. Donc on peut faire déjà à la maison des prototypes, tester, et les mettre dans les mains très vite et comprendre de ses erreurs très vite et modifier, quitte à se planter 10 fois, mais jusqu'à réessayer, jusqu'à ce que ça commence à marcher. Et là, on peut aller plus loin, on peut investir davantage, on peut aussi convaincre en interne les bonnes personnes pour pouvoir continuer à faire avancer son projet. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est totalement différente, qui implique de travailler dans des endroits qui ne soient pas forcément fermés, d'être dans des lieux qui permettent cette espèce d'échange et de liberté de ton, et de s'autoriser en fait à rater. C'est vraiment un des premiers points. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup et ça fonctionne aussi bien, cette démarche-là fonctionne aussi bien pour un grand groupe qu'une petite entreprise, voire un indépendant qui lance son projet. Ne pas partir pendant 2 ans sur un bille en tête sur son obsession sans le tester, sans le mettre dans les mains. Et donc cet esprit maker, c'est vraiment cette idée de tester, rater. Je dirais que rater fait partie de l'aventure parce que c'est l'expérience, c'est l'apprentissage et on continue. Il y a une machine qui est assez emblématique de ça, je trouve, dans l'atelier qui s'appelle, c'est une thermoformeuse. C'est une machine qui permet de mouler le plastique en fait, de lui faire prendre une forme pour faire par exemple du packaging, des objets, des moules. La thermoformeuse, il faut en moyenne 20 essais avant d'obtenir un résultat probant. Donc on voit passer au début des gens qui sont dans cette démarche de j'utilise la machine, ça marche, il faut que tout marche de façon linéaire, et qui sont un petit peu désespérés au bout du 3e essai en disant mais en fait ce truc est cassé, ça marchera jamais. Non, réessaye, change tes paramètres, change ton matériau, continue d'avancer, et puis au bout d'un temps ça marche, et une fois que ça marche, on peut déployer et c'est parti. Donc c'est vraiment cette idée-là qui est assez centrale. Un petit mot sur ces deux jeunes filles, Claire et Mathilde, de la start-up Endir, qui, elle, fréquente pas mal le tech shop de Station F. Donc c'est vraiment une jeune start-up qui se lance et qui est en train de décoller, je pense qu'on va les voir passer, qui en fait qui sont en train de développer une solution de soutien-gorge en imprimé en 3D sur mesure. Donc en fait, elles scannent la poitrine et elles vont produire en fait des moules qui vont permettre de produire des soutiens-gorge vraiment sur mesure, en résine, imprimés en 3D. Et donc elles sont en train de développer toute une solution connectée pour que ce soit simple de pouvoir se scanner et de commander sur mesure ces pièces. Et ça, c'est un exemple aussi des types de nouveaux produits en fait, qu'on voit arriver et qui sont vraiment liés à ce mouvement maker. C'est des produits qui ne sont pas un pour tous, mais qui sont au contraire un pour chacun. Donc l'idée de vraiment faire proposer, de déconstruire en fait la façon dont les produits, dont les choses sont faites aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un point clé du mouvement maker, c'est de comprendre comment les choses sont faites, avec quels matériaux ils sont faits, d'où ça vient, comment ça marche, comment ils sont produits, et de transformer ça jusqu'à obtenir, de déconstruire pour se dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire ? Et on voit arriver des machines numériques, donc par exemple des imprimantes 3D, qui en sont un bon exemple, des machines qui vont permettre en fait de produire localement
des pièces de façon extrêmement précise et customisée, adaptées exactement. Alors souvent, c'est des projets, aujourd'hui on voit beaucoup passer de projets qui sont liés au corps humain, parce qu'on a tous un corps différent. Donc beaucoup de projets d'accessoires, de vêtements, de médical, différents appareils comme ça pour le corps, qui sont vraiment customisés. Donc c'est un petit peu tous les premiers projets vraiment qui fonctionnent avec un modèle économique qui fonctionne bien sur ce type de projet. C'est tout ce qui est prothèse médicale et puis par exemple semelles de chaussures, lunettes. Vous avez énormément aujourd'hui de produits comme ça, vraiment customisés, mais alors c'est pas on change la couleur, c'est vraiment on change la forme de l'objet et il peut être produit à la demande localement. Cette idée de déconstruction, elle est vraiment importante parce qu'en fait, elle amène une autre façon aussi de penser l'objet. Dans le mouvement maker, on n'est pas dans cette idée d'un objet fini. D'ailleurs, il y a une façon de penser qui est de dire l'objet fini, en fait, s'il est fini et que vous ne pouvez pas savoir d'où il vient, c'est qu'il ne vous appartient pas. Vous l'avez acheté, mais ce n'est pas le vôtre, en fait. Un objet dans le monde maker, un produit, c'est un produit qu'on peut démonter, qu'on comprend et qu'on va pouvoir potentiellement modifier. Et donc potentiellement dont on a les droits de modification ou en tout cas dont on peut, qu'on peut améliorer, auquel on peut participer. Et donc là, c'était un événement qu'on a organisé avec le Low Tech Lab. Je ne sais pas si vous avez vu passer le Low Tech Lab. Ils ont une exposition en ce moment dans le 15e. Qui est en fait un collectif qui travaille sur l'idée des low-tech, donc de créer des machines ou des produits qui soient faits, enfin des façons de produire de l'énergie par exemple, ou de produire, de conserver les aliments. Enfin, ils travaillent sur plein de problématiques et ils développent des techniques qui soient low-tech, donc qui soient très simples à mettre en place, que tout le monde à travers le monde puisse mettre en place. L'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la technologie avec des tutos et donc de pouvoir fabriquer facilement un frigo sans électricité, par exemple, une éolienne faite avec du carton et des objets trouvés dans la rue. Donc c'était tout un atelier autour de ça, donc d'inventer des low-tech. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement dans la démarche maker, c'est de prendre un objet existant et de le démonter pour pouvoir y rajouter telle ou telle pièce ou juste changer la façon dont il peut être fabriqué. Et donc de la déconstruction, de la créativité et du fun vient l'innovation. En fait, c'est aussi en s'amusant à casser ce qui existe pour mieux le reconstruire et différemment. Cette pensée locale, j'en ai commencé un petit peu à l'évoquer, mais c'est aussi très fort dans ce mouvement, c'est qu'on est à la fois sur un mouvement qui est vraiment international, donc les makers sont répartis partout dans le monde aujourd'hui, il y a vraiment des communautés makers partout, et puis alors ça c'est parmi les makers qui se définissent comme étant faisant partie de ce mouvement-là, qui partagent ces valeurs-là, et puis globalement à travers la planète, tous les gens qui aiment faire, qui veulent fabriquer. Donc il y a cette espèce de partage de plateforme, en fait, de partage un petit peu partout de fichiers. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger de chez vous les fichiers pour réparer tel ou tel objet, mais ensuite vous le produisez localement. Donc c'est cette espèce de double hybridation, double dynamique entre la production locale et le partage global. Alors c'est très lié au secteur de la Fab City, on en parle aussi de plus en plus, cette idée de penser localement la ville en tant que lieu où va pouvoir potentiellement être produit l'énergie, être produit la nourriture, de penser local, de remettre les choses à une échelle locale, mais de le penser dans un monde global où on va pouvoir s'échanger les savoir-faire, les pratiques, les connaissances, les recherches, et donc aussi les pièces d'objets, par exemple. Donc, c'est cette espèce de rencontre vraiment entre local et global qui est aussi assez forte dans ce mouvement et qui change la façon potentiellement de distribuer, par exemple. Le monde de la distribution est potentiellement transformé par ça, parce qu'on peut... c'est un mouvement qui va jusqu'à dire, voilà, on n'a peut-être pas... on va pouvoir peut-être demain vraiment proposer des objets qui vont être produits localement dans des usines de quartier ou de façon beaucoup plus pensée, de façon écologique, où on va vraiment limiter le temps de transport, réduire l'empreinte carbone de la façon dont sont produits les objets. Ça, c'est un mouvement qui se pose toutes ces questions et qui essaie de le mettre en place aujourd'hui avec ce qui est l'existant, donc qui sont notamment ces Fab Labs, ces usines de quartier, qui sont souvent équipées de machines, donc qui sont partagées entre tous. Il y a une liste officielle des machines d'un Fab Lab.
Après, il y a, tous les lieux ont un peu inventé leur propre liste, mais il y a quelques machines emblématiques, notamment les imprimantes 3D, les découpes laser, les traceurs d'impression, les fraiseuses pour travailler le bois. Donc on peut aujourd'hui, de façon réaliste et concrète, fabriquer ces meubles, par exemple, dans son usine de quartier. Ça, c'est quelque chose qui est globalement une réalité. Le rêve de j'appuie sur mon imprimante 3D et j'imprime de toutes pièces un objet que je vais pouvoir utiliser au quotidien, il n'est pas encore là. Mais non, c'est en train d'arriver à grands pas. Là, juste cette année, il y a 2 entreprises américaines qui ont lancé pour la première fois des imprimantes 3D métal de bureau. Donc c'est plus gros qu'un petit ordinateur portable. C'est globalement 3 blocs comme ça de 1 mètre qui ont quand même quelques implications en termes de bain et d'utilisation. Mais on peut les choses sont en train de se raccourcir, un peu comme l'histoire de l'ordinateur. On partit d'une pièce énorme pour avoir un ordinateur dans sa poche. On est dans la même dynamique extrêmement rapide dans le monde notamment de la fabrication additive. Donc aujourd'hui, on est quasiment à un stade où on peut imaginer pouvoir produire des pièces en métal dans une petite pièce accessible dans son quartier. Donc, ce que c'était un des freins du monde de l'impression 3D notamment, c'est qu'on était sur des matériaux qui étaient des matériaux plastiques, des matériaux réellement dédiés au prototypage rapide. Donc, idéal pour tester une idée rapidement. Pourquoi pas recycler ce filament cette pièce pour la recycler, la refaire. Donc, il y a cette espèce d'économie circulaire qui se met aussi en place du côté des plastiques d'impression 3D. Donc on peut imaginer assez vite tester son idée et de la refaire. Par contre, pour utiliser des pièces finies qu'on utilise au quotidien, les petites pièces plastiques, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'avoir des machines qui fonctionnent avec des petites pièces en PLA. Donc par contre, on voit arriver des matériaux qui sont vraiment des matériaux qui pourraient être utilisés au quotidien pour de nombreuses applications. Hop. Et donc, une fois qu'on a produit localement, en fait, ça pose la question de qui produit. Alors, il y a plein d'échelles. Donc là, c'est une photo qui a été prise au Tech Shop de Lille avec une partie de la communauté des makers qui fréquentent le lieu. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette espèce d'émergence de toute cette communauté maker, donc qui commence à bien se connaître, qui se réunit au sein de lieux un petit peu partout en France, et qui, pour beaucoup, en fait, sont en train de complètement bouleverser les façons de travailler et les façons de pratiquer en fait leur activité au quotidien. On a au moins 60% de nos membres qui sont en fait des gens qui sont des entrepreneurs, donc qui ont cette envie de créer leur propre activité, qui sont en général à leur compte, soit entrepreneurs individuels, soit en collectif, souvent de petite taille, de 2-3 personnes, et qui sont en fait avec plusieurs casquettes. Donc ils vont avoir, alors c'est les fameux switcher, c'est ça, slasher, où en fait ils vont pouvoir changer de casquette au fur et à mesure de la journée. Ça c'est des profils qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui dans nos lieux. Des gens qui vont avoir plusieurs activités professionnelles en fonction de la journée, en fonction du temps dans la semaine ou de la saison. Et donc, ils vont pouvoir être des producteurs, pourquoi pas d'objets, à certains moments, et puis ensuite devenir des concepteurs, et puis finalement devenir des consultants, aider des entreprises à développer des produits. Et tout ce petit monde-là, en fait, change de casquette en fonction des projets. Donc, on est encore une fois sur ce mode projet horizontal, et cette espèce d'échange permanent, de réseau, de mise en réseau, de compétences en fonction des moments de développement de projet. Et ce que ça veut dire notamment pour les grands groupes, c'est que vous avez aujourd'hui un énorme en fait, terreau, d'une communauté juste absolument géniale, ultra compétente parce que multicasquette et avec un regard qui est en général décalé et nouveau par rapport aux habitudes, et qui en fait veut travailler, être en lien dans des lieux hub, donc pour pouvoir se rencontrer entre des profils très différents. Donc on est sur ces points de rencontre en fait entre un peu des façons de travailler qui sont très différentes et des gens qui ont aujourd'hui plus forcément envie d'être salariés et d'avoir un job unique, mais d'être vraiment sur cette idée de se construire soi-même, construire sa propre histoire et avancer en fonction des projets qui le portent.
Je voulais juste finir avec 2 thèmes qu'on voit, qui sont très forts dans le monde maker et qui, je pense, sont en train de balayer une grande partie des prochains thèmes de développement en interne. La partie upcycling, donc tout ce qui est lié au recyclage. On parle beaucoup de zero waste, cette idée d'utiliser en fait l'existant qui a été produit en énorme quantité depuis des années et de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, des choses qui se recyclent mal ou qui sont produites en trop grand nombre ou avec des chutes de matière qui sont produites avec énormément de pertes. Donc comment est-ce qu'on réinvente ça? Alors ça peut être par exemple d'aller individuellement construire, faire un objet à partir de restes. Ça, c'est le projet de Into the Waste, qui est membre à TechShop et qui est dans Maker Faire aussi ce week-end. Alors là, c'est un vieux sommier, c'est Corentin en fait qui crée ça. Là, c'est vraiment un projet individuel. Il a trouvé un sommier de lit dans la rue et il l'a transformé en remorque. Et il a sillonné la France avec cet été. Donc ça peut être des projets comme ça, très ingénieux, où on va transformer quelque chose à titre individuel. Ou ça peut être vraiment une démarche collective qui essaie d'aller plus loin. Alors là, c'est un exemple qui est arrivé donc, il y a quelques mois. En fait, on a réuni avec notamment Suez et Ideas Lab, un regroupement de grands groupes qui travaillent sur des questions d'innovation, et avec donc, le Low Tech Lab, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et en fait, on a mis en place une démarche vraiment tournée autour de l'upcycling, où en fait, on a construit le temps d'un week-end, donc en 3 jours, un appartement, donc ça s'appelait l'appart upcyclé. L'idée, c'était vraiment de créer un appartement entièrement à partir de déchets. Donc on est allé chercher différentes industries qui produisaient des déchets en masse, donc notamment, alors on était en lien avec un matelassier qui a fourni des mousses qui étaient des chutes vraiment de l'atelier. Un opticien, en fait, quand les verres de lunettes, par exemple, sont produits, il y a énormément de pertes, parce qu'il y a beaucoup de verres qui arrivent rayés ou avec des défauts de fabrication. Donc tout ça, en fait, part vraiment à la benne. Donc, plein de déchets comme ça. On a mis tout ça à disposition de créateurs. Il y avait 60 personnes vraiment passionnées par ces sujets d'upcycling, qui sont vraiment des makers qui adorent participer et créer des choses, et qui, en fait, tous ensemble... Alors, c'était pas du tout dans une démarche de compétition, il n'y avait pas de prix à la clé. C'était vraiment simplement le plaisir d'être ensemble, de faire ensemble et de monter ce projet. Donc, il y a une salle de bain qui a été créée à partir d'un vieux chauffe-eau. Enfin, c'était vraiment tout un projet. Alors, ça n'a pas d'usage, et ça recoupe aussi ce que disait Del. On est aussi sur la notion de jeu. Ça n'a pas d'usage forcément final. On n'est pas en train de designer la douche du futur exactement, mais c'est une première étape de jeu, de créativité, de se rencontrer et de mettre en place en fait cette espèce de démarche de liberté et de remettre en marche les neurones et les mains pour donner lieu à des projets futurs. Et de cet appart upcyclé, de cet événement, il y a vraiment des amitiés qui sont nées et des gens qui, comme maintenant, travaillent ensemble, ont monté des projets ensemble, et ça fait boule de neige. Le dernier mot, c'est le mot ouvrir. J'aurais pu mettre open, parce qu'en général, on dit open, mais ouvrir, c'est bien aussi. Et donc, c'est cette idée en fait, d'être dans cette démarche d'ouverture, de partager les connaissances d'un lieu à l'autre, d'une démarche à l'autre, d'un Fab Lab interne à un autre. Et donc, il y a beaucoup, évidemment, de liens qui se sont faits, de maillons. Cette démarche d'ouverture, elle peut être en général portée par, notamment, la naissance de Wiki. Ce projet Open Waste, c'est un projet assez génial porté par un groupe industriel qui s'appelle Alia Pure, qui est spécialiste du caoutchouc. En fait, c'est eux qui produisent le caoutchouc des pneus, notamment Michelin, qu'on voit sur les routes. Donc, ils ont des grosses usines qui produisent énormément de caoutchouc. Ces usines génèrent environ 40 000 tonnes de chutes, de déchets qui ne sont pas utilisés, de granulats de caoutchouc qui sont perdus donc, par an. Donc, eux cherchaient un débouché pour ces 40 000 tonnes de caoutchouc. Ils ont mis en place un wiki qui s'appelle donc Open Waste, qui documente avec précision toutes les spécificités techniques du caoutchouc, comment l'utiliser, comment le combiner avec différents types de résines, tous les différents usages que eux connaissaient en interne. Ils ont énormément d'ingénieurs, notamment chimiques, qui connaissent ces sujets par cœur et donc qui ont documenté de façon totalement ouverte sur une plateforme la démarche. L'étape d'après, c'était se dire, d'accord, on a documenté, maintenant on aimerait que des gens s'emparent du sujet, ne demandent pas la permission. C'était vraiment comme dans la lignée de ce que disait Del. En fait, ils ont essayé de créer un espace où chacun se sent libre d'agir et il n'y a pas de limitation, il n'y a pas besoin de demander la permission. Venez sur le wiki, utilisez-le.
Et ils ont essayé de réunir donc cette communauté, une communauté de gens, disons, qui pourraient faire des projets. Ils voulaient générer des idées et donner naissance à des projets, accompagner des gens qui voulaient se lancer dans cette problématique. Là encore, gros événement, en fait, ça a été l'occasion de réunir 60 personnes donc, au cours des journées là, Open Waste. On a réuni 60 participants. Alors, ça n'a vraiment pas été difficile de les trouver. C'est aussi ce qui fait plaisir à savoir, hein, c'est que 60 personnes passionnées par ces problématiques du caoutchouc, du recyclage, qui avaient envie d'en savoir plus sur le sujet, de se plonger dans le sujet, soit qui connaissaient déjà très bien ce matériau, soit pas du tout, mais qui étaient intéressés par ces problématiques du zéro waste. Et en fait, on travaillait, alors là, pour le coup, vraiment de façon très professionnelle, pendant plusieurs jours, par équipe, et qui ont proposé en fait 5 solutions à ces 40 000 tonnes de déchets écoulés par an. Et donc le projet gagnant, alors c'était un projet de mobilier urbain, en fait de poteaux urbains en caoutchouc pour protéger des installations, et en train de beaucoup évoluer parce que maintenant ils sont vraiment dans une démarche de création d'entreprise et d'études du marché, de coûts, etc. Donc ils sont vraiment dans cette démarche d'avancée. Donc je pense qu'on verra arriver des choses prochainement. Mais ce projet a pareil donné naissance en fait à vraiment pour cette entreprise qui n'avait aucune notion de où trouver ses makers et comment résoudre sa problématique, a pu en fait être en contact comme ça grâce à des lieux d'innovation comme les Fab Labs et grâce à ce type d'événement aussi où ils ont pu venir ici, participer, montrer ce wiki et commencer à faire cet effet boule de neige pour que le projet s'en empare et que chacun se sente, pourquoi pas, en maître de ce sujet et se propose des choses. Donc voilà le sujet. Et je voulais terminer avec juste une question. Comme on est à Maker Faire, et vous, qu'allez-vous créer aujourd'hui ? C'est vraiment l'idée, ce qui est bien Maker Faire, mais je pense que vous l'avez peut-être déjà fait depuis ce matin. C'est à la fois de se balader et de parler aux gens, mais c'est aussi de fabriquer des trucs. Et donc, en général, Maker Faire, c'est super pour tester et justement soi-même venir vraiment se mettre les mains et fabriquer des choses et ressortir avec au moins une expérience qui on s'est un peu sorti de sa zone de confort et on a découvert peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas encore sur soi-même et que c'est l'occasion de révéler ça. Donc je vous souhaite de créer plein de choses ce week-end. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Travailler avec les entreprises. Et en fait, est-ce que vous avez des exemples de réalisations concrètes ? Parce que j'entends le conseil, mais est-ce que concrètement, vous faites des objets, vous faites des choses avec eux ? Comment vous innovez avec eux ? Est-ce qu'il y a des partenariats qui existent ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des makers qui travaillent avec des entreprises et qui créent des choses ensemble ? C'est ça ? Vraiment concret. Oui. Alors oui, absolument. En fait, la plupart des makers qu'on rencontre sont soit des gens qui vont faire des projets, en général, ont une facette de leur activité où ils vont vraiment avoir une activité de lien avec pourquoi pas des grands groupes. Ça dépend des sujets. Je pense par exemple à une start-up, une jeune entreprise maker à TechShop qui s'appelle Global Charger, qui est aussi présente ici. En fait, ils font des batteries qu'ils customisent et c'est une batterie pour recharger son téléphone. Et ce projet, en fait, est né. Au début, il y avait 2 personnes qui étaient sur ce projet. Aujourd'hui, ils sont une entreprise avec, je crois, plus de 12 collaborateurs. Et eux travaillent vraiment main dans la main avec... alors là, c'est vraiment les réseaux d'événementiels, de festivals, où ils vont être en lien avec eux pour développer des services autour de ces événements. Il y a, je pense à un autre projet, par exemple le projet de Yann à TechShop aussi, qui avait développé un potager connecté. Donc le Végidaire, c'est un potager pour jardiner chez soi, qui au cours de sa présence dans l'atelier en fait, a rencontré un cuisiniste qui s'intéressait au projet et qui en fait ont décidé de développer à 2 voix
ce projet de potager connecté. En fait, souvent, c'est un maker qui va proposer une idée innovante, qui va commencer à le développer, qui peut plaire à un grand groupe, et donc à ce moment-là, travailler ensemble et commencer à le développer. Ça pose quand même, et on n'est pas encore tout à fait dans un monde où les choses sont complètement fluides de ce côté-là. Il y a cette notion d'intermédiaire qui est assez forte, de comment passer d'un projet maker fait maison, ou en tout cas en petite série, à un projet qui puisse réellement être distribué de façon massive. Donc il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur cet entre-deux, de passer d'un projet maker à un projet qui puisse être réellement industrialisé en masse. Et ça, c'est d'autres acteurs, et ça pose beaucoup de questions de capitaux ou techniques sur comment adapter ces projets-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de rencontres qui se font entre des chefs de produits et des makers locaux qui vont proposer des objets innovants. Je pense aussi à un exemple venant de l'industrie agroalimentaire qui est venu chez nous, donc qui est une entreprise en fait qui développe des fromages et qui est venue chez nous pour changer sa façon de créer, et donc qui a prototypé en fait en interne une dizaine de prototypes de projets dans une gamme de produits. Je ne peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas une dizaine de produits dans sa gamme, en travaillant main dans la main avec des makers. En fait, il y avait une cinquantaine de personnes qui ont donné leur avis et qui ont vraiment eu un impact sur le développement des prototypes et du produit. L'idée, c'était de raccourcir le temps de passage entre cette idéation, prototypage et mise sur le marché. En juillet, ça a duré une semaine. En juillet, ils ont donc produit toutes ces idées avec des makers, vraiment main dans la main, en ayant un feedback rapide des utilisateurs et en créant les prototypes. Et la mise sur le marché a été faite en septembre. Donc on est vraiment sur un temps extrêmement court, alors qu'avant ça prenait un an en général entre cette première idée et la mise sur le marché. Donc c'est parfois pas un exemple concret d'un produit qui a été inventé et ça y est, il est lancé, mais c'est plutôt en général des démarches, des rencontres et différentes façons de travailler ensemble. Ça peut être transformation simplement même d'un grand groupe qui a une idée précise et qui va finalement changer d'idée parce qu'il a rencontré cette communauté et qu'il a un nouveau feedback. Voilà. J'espère que ça répond. Oui. Bonjour à tous, donc merci pour la présentation. Donc, moi je suis Charlotte, je travaille à Decathlon et on travaille sur des sujets de co-création. Donc on est chez les Decathlon Makers, on a un bon groupe qui anime des ateliers makers et qui concrétise des idées tous les jours en fait. Et là on travaille plus sur des sujets de prototypage produit pour des sports. Donc on a lancé un challenge sur le camping l'année dernière. Donc on a eu 50 prototypes envoyés et 10 protos sélectionnés et fonctionnels. Maintenant on se retrouve à un moment où on explore beaucoup la co-création et aussi le mouvement makers dans l'écosystème Decathlon, mais en dehors aussi. Et vous parliez des États-Unis, et moi j'avais plus une question liée à comment en fait les États-Unis sont arrivés à créer une vraie dynamique makers au sein de leur pays, dans leur entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour qu'il y ait une émulation à l'intérieur de peut-être des grosses boîtes. Je ne sais pas aussi si aujourd'hui on a des mouvements makers dans les grandes entreprises aux États-Unis, mais c'est plus comprendre en tout cas quels leviers ils ont poussé pour arriver à passer ce stade d'aller plus loin, quoi. Donc passer du 4% au 25%, donc là où on en est aujourd'hui en France, essayer de comprendre un peu comment ils ont réussi à ça. Ah oui. Ouais. Déjà, tout ce mouvement aux États-Unis est plus ancien que nous. Hein. C'est déjà une première étape, c'est que ça prend plusieurs années. La première, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a déjà eu un magazine qui avait été créé. L'origine de tout ça, c'est Del Dougherty et d'autres qui ont créé un magazine qui s'appelait Make Magazine, donc qui a déjà posé ce mot de maker dans ce magazine et qui en fait ont réuni plein de projets de création, de créativité sur plein de secteurs différents dans ce magazine pour partager en fait déjà une première démarche d'innovation. Deuxième étape, ça a été la création de Maker Faire, donc dans la baie de San Francisco, donc dans une ville qui s'appelle San Mateo, qui réunit aujourd'hui quasiment 200 000 visiteurs sur 2 jours. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces événements ont pris une ampleur folle. Et ça a pris plusieurs années. Là, nous, on est à la 5e année là, de Maker Faire Paris. Et cette dynamique-là est en marche. Donc c'est vraiment cette espèce de temps de rendez-vous, de temps de respiration
régulier qui a fait que le mouvement grandit de saison en saison. Maker Faire San Francisco a donné naissance ça a essaimé un petit peu partout. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de, alors je ne veux pas dire d'heure, mais je crois 250 Maker Faire à travers le monde cette année. Donc il y en a partout. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des temps de rencontres réguliers avec la communauté, de ne pas être chacun le nez dans le guidon toujours dans son projet, parce que ça c'est un des vrais risques de toute activité, mais de ce monde-là. Et d'avoir des lieux qui ont été créés pour aussi faire ces points de rencontre qui sont un peu le liant entre les temps d'événements. Vous avez des lieux type Tech Shop qui vraiment sont des temps de rencontre au quotidien. Et Dale Dougherty l'évoquait aussi au tout début, c'est cette idée d'innover, de créer au quotidien, de ne pas attendre qu'il y ait Maker Faire pour faire un projet, mais au contraire de le faire un petit peu tous les jours. Donc pour déclencher ce mouvement Maker, il y a aussi eu des vrais moments un peu clés dans le mouvement qui lui ont donné une vraie lumière aux États-Unis, notamment le fait qu'il y ait une Maker Faire qui a été organisé à la Maison Blanche au temps de Barack Obama. Donc ça a eu des moments comme ça d'extrême mise en avant en fait de ce mouvement d'un point de vue vraiment national, très médiatisé, où en fait ce mot-là de maker est commencé vraiment à entrer dans le langage courant, sachant que le mot maker aussi est un mot anglais qui est utilisé au quotidien, donc il y a moins cet aspect-là de devoir l'expliquer. Et a fait peu à peu boule de neige. Une démarche aussi qui est intéressante, c'est cette dissémination, parce que Maker Faire, donc au départ, était organisé vraiment par l'équipe Maker Faire aux États-Unis, et en fait a commencé à essaimer avec le concept notamment des mini Maker Faire, donc qui sont des versions plus petites de Maker Faire organisées localement par des acteurs locaux qui y croient, qui ont envie d'y aller. Et donc ça, ce qui est encouragé par Maker Faire avec un kit en fait facile pour pouvoir organiser son propre événement. Et donc c'est aussi ça qui a permis d'essaimer le concept de Maker et cette démarche-là et ces rencontres sur tout le territoire. Donc c'est vrai qu'organiser par exemple une mini Maker Faire dans son entreprise, dans son magasin, dans sa ville, enfin il y a plein de façons en fait de pouvoir disséminer ce concept et de rencontrer aussi, c'est l'occasion idéale pour rencontrer les acteurs locaux et de les fédérer et de les faire se rencontrer. Souvent, en fait, une des problématiques, c'est vraiment se rencontrer. Chacun est dans son atelier, chez lui, et n'a pas vraiment beaucoup d'occasions de se rencontrer dans des conditions où on va pouvoir vraiment partager des projets sans compétition et sans tension particulière. Donc, les mini Maker Faire ont vraiment été un point déclenchant aussi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, je me demandais, à Tech Shop, est-ce que vous accompagnez aussi des entreprises dans le développement en interne de Makerspace? Ou est-ce que vous les accueillez seulement chez vous? Et si c'est le cas, si vous le faites, quels sont en fait les avantages et les inconvénients des deux? Où est-ce que ça marche mieux d'un côté, ou est-ce que ça pêche un peu plus de l'autre? Entre ouvrir son propre lieu ou aller dans un lieu dans le Tech Shop, ouais. C'est une bonne question. Alors oui, déjà, première réponse, oui. On a une activité qui s'appelle Tech Shop Consulting, où on accompagne des entreprises, des collectivités territoriales à ouvrir des lieux. Donc ça, c'est fort de notre expérience comme ça, l'ouverture de lieux en France. On accompagne maintenant des structures pour vraiment l'ouverture de lieux. Donc se poser aussi la question des équipements, des usages, du recrutement. Ça vient avec un ensemble de problématiques qui sont vraiment spécifiques à ce mouvement-là et qu'on commence à vraiment bien appréhender. Donc on est vraiment sur cette démarche d'accompagnement. La différence entre les deux, ça va vraiment dépendre de l'objectif, de pourquoi vous ouvrez un lieu. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ouvre un Fab Lab interne. Et l'ouverture, le fait d'utiliser un Fab Lab déjà existant, donc par exemple de venir au Tech Shop, alors on a un certain nombre de grands groupes qui ont fait ce choix-là, qui prennent des abonnements par exemple pour leurs collaborateurs et qui peuvent venir dans le lieu pour travailler comme un espace de travail externalisé. L'intérêt, c'est qu'on sort vraiment de son cadre d'entreprise existant. Donc on avait accueilli un certain nombre de designers venant de DocaPost, la cellule IoT, objet connecté du groupe La Poste, et donc qui venaient travailler au sein du Tech Shop de façon externalisée pour développer des prototypes et des projets. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir rencontrer cette communauté maker. C'est vraiment c'est presque une première étape, en fait, même avant
peut-être l'ouverture d'un lieu en interne, c'est de s'acculturer, de vraiment mettre les pieds dans un lieu et de le vivre concrètement et de développer ses projets au sein d'un lieu qui permet d'avoir des retours et des feedbacks. C'est aussi une très bonne façon d'avoir accès à un vivier potentiel de gens avec qui travailler. Il y a pas mal de façons de recruter des talents intéressants en se fréquentant comme ça ces lieux-là, parce que c'est des lieux où des gens se rencontrent, des talents créatifs travaillent. Donc voilà, si on est vraiment sur cette démarche d'ouverture, on va être beaucoup sur de l'acculturation, de la découverte et une façon de développer ces projets vraiment en co-création, assez spontanée et naturelle. Si on est sur une démarche interne, on va être plutôt sur du développement interne, de la révélation de talents RH dans l'entreprise et commencer à poser les jalons d'une nouvelle façon de prototyper ou de former ses équipes en interne. C'est en général les deux points. Oui, alors, par contre, ce sera la dernière question. Ça marche. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai la question de savoir comment, si on a le projet d'ouvrir un lieu, comment on peut financièrement tenir, quoi. Parce que dans une ville comme Paris, avec un lieu, ça devient très vite très lourd, quoi. Voilà. Et que les idées, enfin voilà, comment. Voilà. Alors oui, ça c'est une question qui est cruciale dans ce monde-là, du monde des ateliers partagés. Au modèle économique, il y a plein de tests aujourd'hui qui sont faits, de façons de modèles différents qui sont testés. Et ça reste une question qui est vraiment complexe. On est en général, alors il y a plusieurs approches. Il y a une approche qui consiste à vraiment être dans cette démarche de Fab Lab, vraiment, alors qui respecte vraiment la charte du MIT, qui est dans cette démarche en général plutôt associative, où les membres vont être en général des bénévoles qui vont mettre de leur temps pour faire vivre le lieu. Et donc on est en général sur des lieux qui sont plutôt de plus petite taille, qui vont vivre en fait de l'énergie des membres qu'ils fréquentent, et donc qui ne sont pas forcément dans une recherche de profit financier, mais plutôt de fonctionnement, de faire en sorte que le lieu tourne. Et donc oui, les machines sont peut-être plus souvent cassées ou nécessitent tel ou tel travail, parce que c'est des machines partagées qui dépendent en fait de la bonne volonté des membres qu'ils fréquentent. Mais c'est un Fab Lab qui est en général tenu par ses membres. Ça, c'est une option 1 qui est vraiment la version, on va dire, la plus simple d'ouverture, parce qu'on ouvre avec peu, avec des machines qui sont en général des machines open source, qui peuvent être facilement démontées, réparées, et donc qui sont tenues par le réseau des utilisateurs. Un autre modèle va être vraiment celui de voir les choses de façon plus transverse, ou plutôt que d'être dans un lieu qui va être focalisé entièrement sur le fait que les membres sont les utilisateurs et sont dans cette démarche d'apprentissage permanent, on est sur un lieu qui fonctionne, qui tourne. Donc c'est vraiment le modèle du tech shop, d'être dans un lieu qui est un lieu commercial où vous allez payer en échange d'un service. Donc nous, on a mis en place un système d'abonnement, de classes, donc qui sont payantes et qui permettent au lieu de commencer à financer une partie du fonctionnement du lieu et d'ouvrir notre champ d'offres, notamment en étant dans l'accompagnement vraiment, dans la version, on va dire, 360 de ce qu'est vraiment un atelier de fabrication, à la fois dans la partie accompagnement, formation, mais aussi accompagnement et formation des entreprises, et pourquoi pas même prestations. Donc on a différentes actions qui peuvent être utilisées pour pouvoir moduler ces lieux-là. Après, ça dépend aussi du parc de machines que vous avez, de l'équipement. Vous pouvez voir les choses vraiment de façon assez simple et fluide, et ça peut tourner assez bien avec des machines bien connues, qui tournent bien, qui sont peu en panne, et qui vont tourner, parce que c'est vraiment un des pôles financiers les plus importants dans un lieu, c'est la partie équipement. Donc c'est le choix des machines est vraiment primordial. Il ne faut pas faire d'erreur sur ça. Voilà, merci beaucoup. Merci.